sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, l'USPO est très favorable. Très favorable à ce que ces CPTS couvrent tout le territoire. Alors, elles peuvent être de taille très variable, hein, parce qu'on n'a pas le même CPTS quand on est dans une grande agglomération ou quand on est en milieu rural, mais la taille est prévue et il y a différents critères et différentes sommes pour financer le fonctionnement des CPTS en fonction de la taille. La CPTS, c'est une organisation territoriale avec une photographie du territoire qui permet de détecter déjà l'offre de soins, la présence d'un hôpital ou pas, la présence d'une clinique ou pas, le nombre de médecins disponibles et ainsi de suite. Et puis, éventuellement, les spécificités de la patientèle qui est présente sur ce territoire. Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que plutôt ce sont des personnes qui ont des difficultés financières? Voilà, on a toute une série de critères qui permettent après de déterminer des actions prioritaires qui vont bien sûr sur la coordination, sur l'organisation avec l'hôpital, sur la prévention, sur le dépistage, sur le numérique en santé, qui permet de stimuler l'ensemble des professionnels de santé en associant les patients, en associant les établissements, en associant les acteurs du médico-social, parce que l'objectif, c'est de travailler ensemble au-delà des professionnels de santé, même si l'origine de la CPTS, ce sont les professionnels de santé qui l'initient. Donc ça, nous, on va pousser pour qu'on ait des CPTS sur tous les territoires. Il y a un financement qui nous aide à la coordination. Et ensuite, hein, il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles avec eh bien, la difficulté hein, d'avoir un bâtiment et d'entretenir un bâtiment. Donc, ça est un petit peu plus long. Et puis, les équipes de soins primaires, qui sont exactement la même organisation que les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais sans les murs. Et donc, tout ça doit maintenant s'accélérer parce que malheureusement, avec le Covid, je crains que l'offre médicale se réduise encore plus vite qu'avant le Covid et qu'un certain nombre de médecins qui étaient proches de la retraite accélèrent leur départ à la retraite pour être moins exposés à un risque Covid. Et on voit bien que voilà, tout le monde sort fatigué de cette épreuve et que certains qui sont proches de la retraite ont tendance aujourd'hui à franchir le pas plus vite que ce qui était prévu. Donc la démographie ne va pas s'arranger, la démographie médicale. Donc il faut qu'on accélère la coordination, le travail avec l'ensemble des acteurs pour dégager du temps médical, bien évidemment. Donc, pour dégager du temps médical, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle le premier recours sur les soins non programmés. Et là, il y a deux axes. Le premier, c'est celui que vous connaissez, qui est ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire la prise en charge d'un patient qui vient pour un rhume, pour une gastro, pour une allergie, pour une irritation cutanée, et vous lui donnez un conseil, vous lui délivrez des médicaments, et il règle, et il s'en va. Sauf que ça, c'est un parcours qui n'est pas à égalité par rapport au même patient qui peut aller chez son médecin, mais le déranger pendant ses rendez-vous, puisque c'est par définition un soin non programmé, ou aller aux urgences, alors que ce n'est pas nécessaire de déranger les urgences pour les problèmes qu'il a. Et donc, il faut bien évidemment que ce parcours de soins ne soit pas pénalisant financièrement s'il vient à la pharmacie. C'est pour ça qu'on travaille avec des complémentaires santé pour qu'elles prennent en charge ce parcours pour que ce soit un vrai choix pour le patient. J'ai un rhume, je vais d'abord chez mon pharmacien. Et si je vais chez mon pharmacien, eh bien ma mutuelle le prend en charge. Donc ça, on est en train bien sûr de le développer. Ça fait 10 ans que l'on travaille là-dessus aussi, hein, comme le pharmacien correspondant et la sortie hospitalière, mais on va y arriver parce que, bien évidemment, l'offre médicale aujourd'hui ne permet pas d'absorber ce travail et les urgences de l'hôpital ne sont pas faites pour ça. Et ensuite, il y a un autre élément qui est les protocoles de premier recours pour la prise en charge par le conseil de médicaments qui, pour l'instant, ne sont pas autorisés au conseil pharmaceutique. C'est par exemple, bien sûr, ce que vous avez vu le débat l'année dernière sur la cystite avec le Monuril,
Voilà. Donc pour l'instant, les protocoles ont été publiés par l'HAS, mais restent limités à l'organisation autour d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Autant dire que les protocoles ne servent à rien, puisque ça concerne que très peu de pharmaciens et donc très peu de patients. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on élargisse cette possibilité, bien sûr, à l'ensemble du territoire pour permettre une prise en charge. Et là, la prise en charge, je pense que le régime obligatoire prendra en charge ce type de conseil. Alors ça vaut pour le monuril, ça peut également pour les soins dentaires non programmés. Quand quelqu'un vient avec un abcès dentaire, vous savez bien que vous pouvez quasiment rien lui donner à part du paracétamol, alors que ça fait 2 jours qu'il en prend. Bon, il y a peut-être des choses à organiser avec nos confrères dentistes pour voir dans quelles conditions on peut soulager cette personne pour qu'elle puisse après venir le voir et qu'il puisse le prendre en charge correctement. Et donc, on a plein d'exemples en Suisse, en Angleterre, au Canada, Québec, Australie, Nouvelle-Zélande, où tous les pays s'organisent en s'appuyant sur le réseau pharmaceutique pour éviter de déranger le médecin quand ce n'est pas nécessaire ou déranger les urgences quand ce n'est pas nécessaire. Et même au Canada, ils vont encore plus loin. En période d'épidémie, ils font ce qu'on appelle les ordonnances collectives. C'est-à-dire, il y a un épisode de gastroentérite. Bien, tout le monde sait que c'est ça. Et donc, il y a une ordonnance type qui est déclenchée par les pouvoirs publics et les pharmaciens peuvent délivrer cette ordonnance sans qu'il y ait une consultation médicale. Comme ça soulage les urgences et les médecins. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut bien sûr le mettre en place sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà les pistes, à la fois développement des CPTS et bien évidemment le premier recours qui est tout à fait de notre compétence, puisqu'il n'y a pas besoin de diagnostic médical. Et si la patiente s'est trompée de porte, eh bien, nous, on peut le réorienter vers le médecin. C'est ce qui va se passer pour les angines. Quand on pourra refaire les trous d'angine, on voit bien que là aussi, quand le patient vient à la pharmacie, si c'est viral, on peut le prendre en charge parce qu'on a fait le TROD. Si c'est bactérien, eh bien, on le renvoie avec le résultat du TROD chez le médecin pour qu'il envisage de lui prescrire un antibiotique, bien évidemment. Donc voilà, on voit bien que c'est ce qui est en train de se dessiner. Eh bien, il faut profiter du Ségur pour pousser et lever les freins de ceux qui ne veulent surtout pas bouger et qui ne sont pas aujourd'hui audibles. Alors, on fait un deuxième sondage assez rapide. Vous allez voir, ça va être sur le même thème. C'est êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur les CPTS et le premier recours? Oui, non. Ou encore une fois, je souhaite faire une autre proposition. Et donc, pendant que vous répondez, j'ai plusieurs questions sur les CPTS. Notamment qui lie un peu avec le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant est une mission demandée en CPTS. Comment positionner le pharmacien dans la CPTS? Alors, moi j'invite tous les pharmaciens à bien sûr participer à toutes les CPTS et tous les pharmaciens du territoire doivent être membres de la CPTS. Et même mieux, je pense qu'il faut rentrer au conseil d'administration et au bureau de la CPTS pour équilibrer avec nos confrères médecins, infirmiers, kinés et autres professionnels. Donc, absolument. Le pharmacien correspondant, ce n'est pas dans le thème même de la CPTS. La CPTS, c'est le territoire. Le pharmacien correspondant, c'est on va se partager la patientèle commune avec le médecin et avec le pharmacien. Alors que l'autre, on est plutôt sur le territoire et pas sur une patientèle partagée. Donc on voit bien que les deux sont complémentaires, mais la CPTS ne suffit pas. Il faut aller plus loin avec des équipes de soins primaires ou éventuellement, j'ai encore fait cette proposition tout à l'heure, que le patient demande à ce que autour de lui, les professionnels se coordonnent. Et on a vu des outils numériques qui le permettent. On a vu dans les Landes le projet Globule. On a vu du côté de la région Rhône-Alpes, CISRA, où en fait,
on a une équipe qui est acceptée par le patient, et c'est lui qui autorise l'ensemble des professionnels à chatter, parce que c'est quasiment un chat, autour du patient, ce qui permet de se coordonner. L'infirmière est à domicile, le patient souffre, il va falloir augmenter sa dose de morphine, le médecin est averti, le pharmacien est averti, la décision est prise, elle est tracée, et hop, on peut déclencher sans être obligé de refaire toutes les ordonnances, etc., parce qu'on a mis en place un protocole de soins qui permet de lutter contre la douleur. Donc ça permet de travailler plus vite, d'être beaucoup plus efficace, de suivre les patients, de demander des avis, et c'est comme ça qu'on va d'abord améliorer la prise en charge, mais également travailler plus vite et travailler de façon beaucoup plus efficace en intégrant les outils modernes, les outils numériques, au service de notre métier. Et pas, comme on le voit trop souvent, des outils numériques qui viennent perturber nos métiers au lieu de les conforter. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des outils numériques utiles pour nos exercices. J'ai une question et aussi je pense que ça serait intéressant d'avoir et j'ai une proposition qui est faite par un pharmacien qui propose dans le cadre du premier recours de prendre en charge des soins simples suite à une blessure en officine pour également dégorger les urgences. Je pense qu'on n'a pas évoqué, mais je pense que ça vaudrait le coup de le noter. Ben voilà, ça c'est la réflexion d'un pharmacien qui exerce et qui a été confronté, comme tous les pharmaciens ici, au gamin qui est tombé dans la rue, qui s'est écorché le genou, à quelqu'un qui s'est fait une petite arcade parce qu'il a cogné sur quelque chose ou s'est pris une planche de skateboard, etc. On est confronté à ça et bien évidemment on les prend en charge. Mais on les prend en charge en prenant des risques, on n'est pas couvert, on fait des soins, en plus on n'est pas payé, et souvent la maman qui est rassurée vous dit merci, de temps en temps il vous demande qu'est-ce que je vous dois, et vous êtes bien embêté parce que vous avez pris les compresses que vous avez dans le tiroir, etc. Et voilà, je pense que ça fait partie des choses. Je sais qu'il y a eu une thèse de 6e année ou un rapport là-dessus qui a été fait dans l'Essonne, qui montre que voilà, le pharmacien, bien sûr, peut faire ce travail. Il a sa limite. Hein. Parfois, c'est simplement de conditionner le patient pour qu'il puisse aller aux urgences, faire une radio de contrôle, etc. Mais parfois, c'est mettre un stéristrip en ayant désinfecté la plaie. Voilà, donc on est sur des choses que franchement le pharmacien peut faire, que les médecins faisaient à l'époque. Hein, les médecins faisaient des sutures. On voit bien qu'ils ne le font plus. Donc voilà, et vous avez, et ce pharmacien, il a parfaitement raison. Ça fait partie des protocoles de premier recours que l'on doit mettre dans les priorités parce que c'est le quotidien des pharmaciens. Alors j'ai aussi d'autres propositions, donc enlever une tique, les conseils ophtalmiques, etc. Donc j'en ai plusieurs, donc c'est bien que vous participez, c'est super. Et peut-être une dernière question pour changer de sujet sur les mutuelles, la prise en charge des médicaments à PMF. Et il y a une demande de clarification de votre proposition. Et certaines sont volontaires, elles parlent des mutuelles, mais pas toutes. Et donc elles demandent une précision sur votre proposition. Alors, d'abord, en général, la première question qu'on me pose là-dessus, c'est de dire est-ce que les mutuelles vont nous imposer des médicaments? Il n'est pas question que les mutuelles imposent le choix de médicaments ou les prix. On est plutôt sur des stratégies de forfait annuel, comme vous l'avez aujourd'hui avec Clésia pour votre personnel. Ils prennent en charge 60 € de médicaments conseils par an, mais ils ne regardent pas quel médicament a été sélectionné par le pharmacien pour soulager l'adhérent de chez Clésia. Ensuite, il faut le faire en tiers payant, et un tiers payant, mais un tiers payant de 5e génération. C'est-à-dire, on regarde si la personne a ce contrat, s'il est ouvert. S'il est ouvert, s'il a droit à ces 50 € et qu'il ne les a pas consommés parce qu'on est en cours d'année. Et s'il ne les a pas consommés, eh bien le devis que l'on demande en direct à la mutuelle se transforme en facture. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe, c'est directement viré sur le compte du pharmacien, puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'autres factures pour faire une espèce de tiers payant à l'ancienne. Et qu'est-ce qui bloquait? Il y avait deux choses qui bloquaient.
La première, c'est que certains acteurs ne souhaitaient pas proposer ce service en raison voilà, d'intérêts particuliers que je ne développerai pas ici. D'autres nous disaient que si on le faisait en facture papier, comme ça a été fait plusieurs fois avec des expérimentations avec des mutuelles, le coût de gestion représentait 25%. Donc, ça veut dire que la petite facturette papier que l'on rend à l'assuré est tout simplement quelque chose qui n'est pas moderne et qui est consommateur de coûts qui ne servent à rien. Il vaut mieux consacrer l'argent aux soins plutôt qu'à des coûts administratifs. Par contre, quand on le fait comme je vous l'ai décrit en tiers payant, les coûts de gestion tombent aux alentours de 7%. Et là, du coup, ça commence à intéresser les complémentaires santé, parce que maintenant que sur l'optique, le dentaire, l'audioprothèse, on voit bien que la compétition entre les complémentaires est assez nivelée. Elles ont besoin de proposer d'autres services avec d'autres acteurs. Et la médication officinale comme un parcours simplifié pour l'assurer, rapide, efficace, avec un engagement qualité, avec inscription des médicaments dans le dossier pharmaceutique qui garantit le parcours de soins du patient, et éventuellement d'autres services, comme sur la perte d'autonomie, la préparation des doses administrées ou la dispensation à domicile, sont des choses qui peuvent intéresser les contrats de mutuelle et intéresser bien sûr des personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont besoin de ce service parce qu'ils travaillent, ils veulent aller vite, et les comités mutuels, autant qu'ils soient pris en charge. Donc, voilà, donc, si le service se développe, je pense que l'ensemble des mutuelles vont s'y mettre et on a tous les opérateurs de tiers payants qui sont en train de proposer un service permettant aux mutuelles de le faire dans des bonnes conditions. Pierre, tu es devenu tout noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te vois. Ah non, elle est partie. Oui, on t'entend. Oui, j'ai un très mauvais débit, donc il faut que je coupe la caméra. Moi, je te voyais, mais... D'accord, mais on te voyait un petit peu marbré. Est-ce que Bénédicte, on a répondu à toutes les questions sur ces deux points, dont CPTS Là, j'ai des questions aussi pour la suite, le dépistage, la PDA. On verra après. Non, je pense que... Ouais, ils anticipent. Non, je pense... sur les CPTS, j'ai une question. Comment faire quand on n'a pas d'hôpital proche, tout est hospitalo-centré? Eh bien, justement, quand on n'a pas d'hôpital proche, ça veut dire que le pharmacien, quand le patient revient à domicile, eh bien, il doit travailler en relation beaucoup plus étroite avec l'hôpital. Je vais prendre un exemple très, très simple. Vous avez quelqu'un qui sort d'un service de cancéro, d'oncologie, et qui revient à domicile pour avoir un traitement par chimio orale, et il est à 150 km de l'hôpital. Moi, j'habite à Montélimar. J'ai des patients qui sont sur l'Ardèche. Le centre de référence sur la région Rhône-Alpes, c'est Léon Bérard à Lyon. Ça veut dire que quand vous êtes sur le plateau ardéchois, vous avez 150 km à faire dans la vallée du Rhône, en espérant que ce n'est pas le mois de juillet et le mois d'août, parce que ça se complique un petit peu. Et donc, il est hors de question qu'un patient comme ça puisse se retrouver en VSL sur la route pendant 2 heures, 3 heures, attendre à l'hôpital Léon Bérard pour avoir un rendez-vous pendant 10 minutes et reprendre son VSL pour avoir juste demandé un avis. Ça veut dire que pour ces pharmacies-là, qui sont loin et qui doivent aider ce patient à être pris en charge, eh bien, l'équipement en télémédecine permettant de mettre le patient à partir de la pharmacie en contact avec l'hôpital permet à ce patient d'avoir un avis hospitalier en étant à la pharmacie avec un pharmacien qui l'aide pour cette consultation et en fonction de l'avis qui est rendu, eh bien, de pouvoir donner un traitement supplémentaire ou adapter le traitement en ayant rendu, je dirais, un énorme service à ce patient et un confort qu'il est difficile de trouver. Donc, ça veut dire que dans la stratégie qu'on a sur les territoires,
eh bien, justement, quand on est dans des secteurs isolés, eh bien, c'est de demander aux ARS, de demander à l'assurance maladie d'équiper ces pharmacies en outils supplémentaires, de subventionner ces équipements pour permettre à des patients, sans se déplacer, d'avoir le choix d'être pris en charge à domicile. On ne peut pas prendre en charge à domicile les patients sous chimiothérapie orale qu'à la condition qu'ils soient à 30 km de l'hôpital. Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut laisser ce choix à tous les patients. Et quand on est éloigné, eh bien, on doit trouver des solutions avec des pharmaciens en particulier pour permettre à ces patients d'être suivis dans de bonnes conditions à domicile.